Bienvenue sur Psychosexo, le podcast de l'EPSO. Je suis Enora Tessandier, psychopraticienne spécialisée en sexologie et psychotrauma et fondatrice de l'EPSO, l'école internationale en psychosexologie holistique. Dans ce podcast, je partage des ressources, des témoignages et des approches concrètes en psychosexologie destinées aux professionnels de l'accompagnement ou à ceux qui envisagent une reconversion. Mon objectif, t'aider à enrichir tes compétences pour mieux soutenir les personnes que tu accompagnes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on accueille Cécile Manchon qui est sexothérapeute. Et aujourd'hui, on va parler de la période de fin d'année, des fêtes de fin d'année, cette période qui peut modifier un petit peu nos accompagnements et on va vous parler, on échange surtout entre nous de ces changements que ça apporte, que ce soit pour nous, professionnels, ou pour les personnes qu'on accompagne. Je te laisse découvrir ces échanges. Et en plus, Cécile nous offre une petite idée d'expérience à mettre en place en cette période. À tout de suite. Bonjour, donc aujourd'hui, on accueille dans le podcast Cécile Manchon. Et donc voilà, Cécile, comme moi, elle vient du travail social. Donc toi, tu étais conseillère en économie sociale et familiale. Moi, j'étais EduxP. Et toutes les deux, on s'est redirigées vers la sexo. On s'est rencontrées parce que toutes les deux, on a été formées à la pratique de l'œuf de Yoni. Et puis, on a participé à la création d'un programme par rapport à l'endométriose ensemble. Et voilà, Cécile, je vais te présenter un petit peu, tu rajouteras après s'il y a des choses à rajouter. Donc, Pas de souci. t'es sexothérapeute, thérapeute de couple. Ta manière d'accompagner et tes outils se sont construits au fur et à mesure avec différentes formations, stages et pratiques personnelles aussi. Je crois que tu utilises le tantra, que tu es spécialisée dans la ménopause aussi. Et que tu pratiques aussi des massages comme le Chin Tsang et le rituel du Rebozo. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le massage tantrique. Ah oui, oui, oui. Quitte à y aller, aller jusqu'au bout. Comment? Quitte à y aller, aller jusqu'au bout. Yes. Moi, je suis pas encore là-dedans, mais au niveau, le tantra m'appelle énormément. Mmh. Euh, En tout cas, du coup, dans la formation en psychosexo, c'est bien pour ça que je t'ai demandé d'intervenir pour partager aussi par rapport au tantra, vu que c'est pas quelque chose que je peux partager pour l'instant dans la formation. Alors, donc, on est toutes les deux passées de travailleur social à sexothérapeute et dans le podcast d'aujourd'hui, on va échanger sur ce que la sexo a apporté à notre travail dans le social et puis depuis, ce que notre expérience du social nous apporte dans notre pratique aujourd'hui dans nos accompagnements thérapeutiques et en sexo. Ouais. Alors, donc toi, tu étais conseillère en économie sociale et familiale. Je sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc peut-être que tu pourrais nous dire un peu quel était ton boulot quand tu as commencé à t'intéresser à la sexo. OSF, c'est un grand métier où en fait, c'est, des travailleurs sociaux qui vont être, très dans le quotidien. Nous, on nous a formés en vraiment en disant: «Vous êtes des travailleurs sociaux spécialistes du quotidien pour, accompagner, les personnes, et les familles». Et donc pour, avoir une idée un peu concrète, moi j'étais dans une association qui était très spécialisée dans le logement auprès des personnes précaires et donc sur les 12 ans où j'ai pratiqué avec eux, j'ai exercé sur plusieurs, types de postes. J'étais au tout début, j'étais dans un service de, prévention santé et animation santé. Après, j'étais dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc vraiment aux personnes des auprès des personnes qui étaient ultra précaires, CHRS, c'est un peu la case, qu'on a après,
enfin SDF quoi, ou vivre à la rue, avant d'aller dans le logement, habilité, enfin ou accompagné. Et puis, j'ai fait d'autres étapes, mais à la fin, j'étais vraiment dans l'accompagnement dans le logement durable des personnes qui étaient en situation d'expulsion locative. Donc et voilà et en fait, dans le côté logement, il y avait le côté, gestion du budget, ça c'est notre grande casquette, spécialiste, mais aussi, gestion, entretien du logement, heu, s'aménager, choisir ses équipements, côté tri des déchets, enfin voilà, c'était vraiment très, très spécialiste du quotidien. Pour ouais, c'est la spécificité, des CESF. Après, enfin voilà, il y avait beaucoup d'accompagnement administratif aussi derrière tout ça. Heu, Puis en fait, tu te retrouves avec les gens, dans leur ultra quotidien, hein, parce que quand tu es avec eux en train de dans leur cuisine, avec leur tasse de café, le petit mug avec, un personnage de dessin animé en train d'ouvrir les factures pour pouvoir voir, qu'est-ce qu'il y a parce que la personne n'a pas voulu, regarder ce qui se passait, ou avait trop peur de voir ce qui arrivait. Voilà, tu es vraiment dans l'ultra quotidien, quoi. Et en tout cas, ce qui a été mon parcours dans la CESF parce que du coup, finalement, moi j'étais CESF partout, il y a des CESF dans les hôpitaux, il y a des CESF, au centre départemental, il y a dans plein d'autres, institutions. Mmh. OK. Est-ce que tu veux nous partager, ce qui t'a amené à la sexo? Alors, en fait, j'ai eu un premier passage, c'est-à-dire quand j'ai commencé en tant que travailleuse sociale dans le service d'animation prévention santé, j'étais assez frustrée de la posture, d'animation santé. C'est-à-dire que j'avais un discours et en même temps, je voyais des collègues, qui étaient dans des structures, d'action, et qui pouvaient faire des actions de prévention santé qui étaient beaucoup plus prononcées. Moi, je suis dans un espace de sensibilisation finalement pour un meilleur sommeil, pour, éviter de prendre trop de risques, pour, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé physique. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une association qui s'appelle AIDS. Pour Ouais, c'est éviter quoi de ce prendre nom-là? trop de risques. Comment ça, éviter de prendre trop de risques? Les risques sexuels, réduction des risques sexuels, Ah oui. pour ceux qui avaient une sexualité. Et Ah puis, parce que dans la précarité, parfois, c'est pas forcément ce qui arrive en premier lieu dans ta vie, dans ton quotidien. oui, c'est vrai. Mais du coup, en tout cas, j'ai rencontré cette, association-là. J'ai beaucoup aimé, leur approche du quotidien et donc en fait, assez vite, j'ai, été à la fois animatrice action sensibilisation santé auprès des précaires et une fois que je fermais la porte de mon bureau, je faisais quelques pas dans la rue et je changeais de casquette, je prenais la casquette volontaire à AIDS et pour pouvoir animer des permanences, pour pouvoir aller faire, du dépistage, pour pouvoir aller, sur des lieux de sensibilisation, plutôt en mode, en mode parlotte, en mode, dans le concret quoi, encore plus dans le concret, les 2 mains dans le concret. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec cette structure parce qu'ils ont aussi une culture de la formation de leurs acteurs, des volontaires, et donc c'est là où en fait j'ai appris énormément sur la sexualité. C'est eux qui m'ont, totalement déniaisée en fait. J'étais déjà avec, mon mari à ce moment-là, mais moi je suis issue d'une famille, bretonne, très, très catholique, ouvrière, enfin tout ce qu'on peut, de la classe moyenne, ultra moyenne. La sexualité, on n'en parle pas ou peu ou non, en fait, on n'en parle pas du tout, c'était tac quoi. Et donc avec eux, j'ai appris et j'ai découvert toute une communauté, toute la communauté arc-en-ciel dans sa flamboyance et ils m'ont énormément apporté et je me suis beaucoup, beaucoup amusée parce qu'on le fait avec, beaucoup de fun, quoi. C'est là que j'ai fait des gay pride, j'ai fait des séminaires dans toute la France. Enfin bref, je me suis vraiment éclatée. J'ai raccroché mon badge quand, j'ai été enceinte pour la première fois. Hem, je sais pas si j'aurais pas dû, mais à ce moment-là, dans ma tête, c'était pas compatible avec la vie de maman, cette vie de militante, et aussi active et absente de sa maison aussi. Hem Et j'ai continué ma carrière, professionnelle en me disant: «Bon, voilà, je continue, j'ai mon CDI, je fais mes enfants». Ça est arrivé à un point de rupture en 2016 où j'ai fait un burn-out.
Et là, il y a eu la nécessité finalement d'avoir un travail thérapeutique. Et dans ce travail thérapeutique est arrivée la question de la sexualité. Moi, je pensais être bien. Je pensais que c'était pas du tout un problème, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la même chose d'être à l'aise avec la sexualité qu'avec sa sexualité. Donc là, il a fallu que je travaille un peu sur la question. Et mon thérapeute, à ce moment-là, m'a dit, «Ben, en fait, c'est une vraie question pour toi, mais je vois bien que ça t'intéresse plus, donc si tu veux, tu prends ce bouquin et puis, tu continues à chercher toute seule». Et il m'a filé, «L'éveil de l'énergie sexuelle féminine» par, Mantak Chia. Et donc là, j'ai, découvert toute une autre lecture de la sexualité, des corps, des interactions, l'œuvre de Yoni, qui a été, du coup une, forme de révélation pour moi et vraiment un espace d'exploration et d'appropriation de cet endroit-là de mon corps, pour moi. Et puis, voilà, ça c'était le moment du burn-out. Quand je suis retournée au travail, voilà, je savais que j'y retournerais, mais que j'y retournerais pas pour, j'allais pas refaire 10 ans dans le travail social, en fait. Donc j'ai refait quelques années et quand les symptômes du stress, du burn-out sont réapparus, je dis: «Bon, et ben, on va vraiment envisager quelque chose d'autre». Et puis, le côté sexothérapeute commençait déjà à arriver. Mon thérapeute m'avait dit: «Mais vas-y, lance-toi, je t'enverrai, il y a du monde, forme-toi et puis je te soutiens». Et du coup, voilà, j'ai commencé, à prendre la question plus au sérieux dans le sens, professionnel. Pas forcément que ma curiosité personnelle, mais du coup aller, chercher des outils, me reformer en psycho, voilà, commencer à se muscler pour être thérapeute, quoi. Et toi? J'ai plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. Pour ma part, ça s'est pas passé exactement de la même manière. EduxP, je voulais faire ça depuis que j'avais 11 ans. Mmh. Mais à partir du moment où j'ai bossé dedans, je me suis rendu compte que ça le faisait pas pour moi. Je ne supportais pas là, les fonctionnements institutionnels. Et, et puis, en fait, j'avais toujours été attirée à partir du moment où j'ai dû préparer le concours à la formation d'éduc. En vrai, je bossais que sur des trucs de psycho. Et on me l'a reproché d'ailleurs quand j'ai passé le concours et on m'a demandé mais pourquoi j'étais pas plutôt en psycho. Et à ce moment-là, j'avais pas. Ben, on me l'avait pas avant, quand j'étais plus jeune, on me l'avait pas parlé de la psycho, sinon j'aurais pu revoir mes idées. Mais j'ai aucun regret parce qu'en fait, je suis passée par le terrain Mmh. et vraiment, j'ai l'expérience de terrain, quoi. Et puis, donc, à un moment donné, en revenant de voyage, je me suis dit, bon, c'est pas possible, maintenant, il faut que je reprenne à me former. Et figure-toi que j'ai hésité notamment avec une formation en addicto. Mais l'addicto, enfin, avec la sexo, je pouvais m'installer à mon compte et mon objectif, c'était de pouvoir devenir indépendante et de pouvoir, à un moment donné aussi, être nomade et donc Mmh. faire des consultes en ligne. La dicto, si j'avais que ça comme bagage, ça risquait d'être compliqué de faire des consultes, m'installer juste avec ça. Donc j'ai choisi la sexo, mais comme la dicto m'intéressait, j'ai quand même fait mon mémoire sur l'addiction des comportements sexuels. Et ça, c'est pour faire le lien avec AIDS. C'est que j'ai postulé quand même j'ai eu plusieurs entretiens avec eux pour y bosser. Et j'ai eu comme réponse, mais pourquoi tu te formes à la sexologie et pas à la dicto? Alors que AIDS, c'est quand même une partie importante. Donc j'ai été un peu bouche bée quand on m'a posé cette question. Bref. Ensuite, j'ai voulu être volontaire. Mais moi, j'ai pas eu du tout la même expérience que toi. J'ai eu une fois sur le terrain et ensuite j'avais zéro info pour les formations, zéro info pour m'inscrire sur des permanences. Et puis des éduques, enfin, ou travailleurs sociaux qui me disaient mais pourquoi ils t'ont pas embauché? C'est trop con. Bon, bref, mon expérience avec AIDS a été minime. Mais bon, je doute pas que ton expérience fut chouette.
En fait, moi, j'étais dans une délégation, rurale où il y avait pas grand monde en termes de volontaires. Donc quand moi je suis arrivée en mode, you en fait, je suis trop frustrée de pas pouvoir faire plus que ce que je fais en tant qu'animatrice de sensibilisation ou de prévention santé. Ils m'ont dit: «Bah, trop bien quoi» parce que, hem, ils savaient que j'avais déjà un savoir et que finalement ils m'ont donné, plein d'autres connaissances. Mais là où je suis surprise des réponses qu'ils t'ont pu te faire parce que pour le coup, eux, ils sont vraiment à la fois sur le côté, réduction des risques sexuels et à la fois des risques, en termes de prise de toxiques, quoi. Ouais, ouais, moi aussi j'ai été surprise. Alors, et puis c'était un poste d'EduxP. J'étais en train de me former à la sexo, j'avais pas fini, mais bon, pour eux c'était quand même un plus, vu que c'était qu'un poste d'éduc à la base. Non, non, bah écoute, c'est comme ça. Mais tu vois, eux aussi, ils étaient en manque de volontaires, hein. Mais je pense qu'il y avait une mauvaise gestion, plutôt à ce niveau-là, une mauvaise communication, mauvaise gestion avec les volontaires. Et peut-être que c'est plus facile pour ceux qui étaient sur la ville. Et que moi, c'était que pour les permanences quand ils allaient avec un camping-car sur d'autres petites villes. Donc voilà, peut-être que ça se gérait mieux pour la permanence sur le local que sur le camping-car. Et puis il y avait des permanences, enfin des actions en festival et sur les plages où moi j'étais plus de ce côté-là aussi parce que j'habitais plus dans cette zone-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, donc, quand j'ai commencé à me former à la sexo, à un moment donné, donc moi, c'est une formation sur 3 ans. Et au début, j'étais à fond me former, et je comptais sur le chômage. Et à un moment donné, parce que j'avais vraiment pas envie de reprendre un boulot d'éduc, c'était compliqué pour moi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais calcul dans mes jours de chômage. Il me manquait 4 jours et ça faisait plusieurs mois, 4 jours de boulot, ça faisait plusieurs mois que je vivais comme si mon chômage allait tomber à un moment donné. Donc là, j'ai fait bon, ben pas le choix, hein, je vais refaire un boulot d'éduc. Et donc, c'était en ex, donc maison d'enfants à caractère social. En l'occurrence, c'était avec des ados placés. Et la sexo m'a servi déjà à ce moment-là, et dans le sens où en fait, il y a eu un jeune qui a eu une torsion testiculaire. Et sur le coup, il a dit à l'éduc présent, bah heureusement que c'était toi, parce que je me voyais mal en parler à une femme et tout ça. Et en fait, 2 heures après, cet éduc lui a expliqué que moi j'étais en formation sexo. Et quelques heures après, enfin revenu de l'hôpital, avec moi, il avait plus aucun souci d'en parler parce qu'il savait que j'étais formée à la sexo et que du coup, ben c'était pas tabou avec moi, et que en fait finalement, peu importe si j'étais pas un homme, quoi. Mmh. Et donc, ça a aussi amené des conversations parce que les autres filles et le ado, ah, attention testiculaire, il s'est tordu une couille. Donc, du coup, ça a amené des discussions, des explications. Alors, c'est pas quelque chose que j'avais vu en formation de sexo, mais étant donné mon appétence pour les connaissances et d'en savoir plus sur tout ça, j'avais recherché et tout. Donc voilà, dès ce moment-là, et puis à ce moment-là, il y avait vraiment aussi le fait que c'est des ados qui ont plein de traumas, hein, maltraitance, séparation avec les parents, tout ça, tout ça. Et, hum, et puis ben, moi je savais à ce moment-là qu'il y avait des outils qui permettent réellement de traiter les traumas. Moi-même, je l'avais vécu parce que quand en voyage, j'avais vécu ah mince, comment dire ça, un braquage à main armée. Et donc, quand j'étais revenue en France, j'avais vu ma thérapeute qui venait justement de se former à ce que j'utilise aujourd'hui, la thérapie des liens et des mondes relationnels, avec les mouvements oculaires notamment. Et en 2 heures, c'était réglé en fait. Donc, dans mon boulot, moi, en tant qu'éduc, je ne pouvais rien faire pour traiter les traumas, alors que je sentais que ça pouvait les aider bien plus que ce que je faisais dans la vie quotidienne. Et je ne pouvais pas orienter sur un professionnel, un thérapeute gratuit, parce qu'il n'y en avait pas formé, ne serait-ce qu'à l'EMDR par exemple, ou à l'EFT, ou des outils qui traitent les traumas. Et
bah, je pouvais pas envoyer non plus sur du libéral parce que de toute façon, la structure avait pas le budget, quoi. Et donc, pour moi, à ce moment-là, c'était très dur de rentrer le soir, de passer à autre chose et tout, notamment pour ça. Et il proposait un CDI. À ce moment-là, je me sentais, tu sais, avec ces trucs de la société, je me sentais comme obligée d'accepter. Et par chance, ils m'ont dit, ben Nora, on est désolé, mais en fait, on va embaucher en CDI une autre personne qui n'était pas éduque, mais qui était là depuis plus longtemps que moi. Et j'ai fait, merci. Et je leur ai dit la vérité à ce moment-là. En plus, je suis restée vraiment en contact avec le chef de service et tout. Je leur ai dit la vérité, en fait. Et ça m'a soulagée énormément. Et à la suite de ça, c'est là, je pense, dans ces périodes-là que j'ai postulé pour à AIDS. Et à la suite de ça, j'ai pu avoir un boulot à l'hôpital. Alors au début, je suis rentrée, c'était comme j'ai mis un pied dans l'hôpital en passant par un poste qui ne m'attirait pas du tout, mais je me disais qu'avec c'est un remplat de 3 mois, qu'avec ça, peut-être que ça allait m'ouvrir les portes en pédopsie. Et ça a marché. Donc là, c'était dans une école, boulot un peu rien à voir. Et ensuite, bah, j'ai pu aller en hôpital de jour pour enfants. Donc là, quand on parlait de sexualité, quand un enfant abordait ce sujet-là, ou que ce soit parce qu'il y a eu des abus, ou que ce soit parce qu'on a envie d'aborder ce sujet-là, mais en général, c'était moi qui m'en occupais. Mes collègues disaient, et Nora, ce serait bien qu'aujourd'hui, c'est toi qui fasses ça. Avec plaisir. Et puis, à la suite de ça, je puis bosser avec des ados, où là, je faisais des consultations comme une psy, sans être psy. Et ben, les psychotraumas, j'accompagnais au quotidien, et puis la sexo régulièrement. Et là, j'ai appris d'autant plus avec bah, l'accompagnement thérapeutique de façon plus large. C'est dans cette même période, je me suis installée une journée par semaine à mon compte en sexo. OK. Oui, toi, donc tu as été vraiment dans cette posture j'utilise ma formation, psychosexo finalement de plus en plus, dans mon travail salarié et je commence mon activité libérale, en parallèle et je la développe ou je la fais grandir, quoi. Mm, mm. Ouais, ouais, et puis là, à ce moment-là, c'est clair que tout ce que j'apprenais, ben, enfin, pas, bien sûr pas tout, mais vu que les dysfonctions sexuelles, c'est pas ce que j'accompagnais, mais en fait, il n'y a pas que ça dans la sexo. Enfin, en tout cas, moi, dans ma manière de voir les choses, c'est un accompagnement bien plus global. Et Mmh. donc, ouais, j'ai pu vraiment accompagner dans le côté thérapeutique dès le départ. Et ah oui, et puis ce que ça m'a ouvert les portes, c'est que j'ai bossé avec l'infirmière d'un des lycées pour faire les interventions vie affective et sexuelle. Et puis, ben, sur l'hôpital, on m'a demandé d'intervenir en service adulte sur ce sujet-là pour accompagner l'équipe qui ne savait pas comment C'est quoi les faire. types? Hmm. C'est quoi les types? L'équipe, Ah, l'équipe! D'accord, OK. pardon. J'ai accompagné l'équipe qui ne savait pas comment faire avec un des patients. OK. Où il y avait une histoire de sexualité. Euh, Et puis, je suis intervenue aussi sur l'autre structure accueil de jour, mais pour ados, d'une ville un peu plus grande, mais l'hôpital c'était le même, pour les accompagner à créer un accompagnement autour de la sexo, en fait, sur plusieurs séances, sur plusieurs mois. OK. Mais ouais, ça n'a pas eu lieu. Ouais, donc tu as été dans cette construction-là, quoi. Mm, D'accord. Ouais, moi, les choses, elles ont été beaucoup plus tranchées, en fait. À partir du moment où, je suis revenue au travail après mon burn-out, ce que je disais, tout en continuant le travail thérapeutique et de enfin, au bout d'un moment, c'est plus un travail thérapeutique, c'est du développement personnel. Ça a changé ma façon, d'être en entretien, heu, mais vraiment la façon d'être, en fait. Déjà, parce que j'étais plus tranquille à l'intérieur de moi et donc du coup,
j'étais plus agitée par ce besoin de remplir, et cetera. Donc, je gérais les silences complètement différemment. Du coup, je les gérais. Avant, je les gérais pas du tout, je les remplissais. Mais, là, du coup, ouais, j'ai pu apprendre à gérer les silences, avoir une vraie écoute, parce que j'étais plus disponible pour ça, parce que, voilà, j'avais travaillé sur moi et que j'avais plus ce besoin, inconscient de remplir à la place d'eux, le temps de l'entretien. Je commençais à poser les questions sans anticiper ou présupposer. Enfin, il y avait vraiment une posture de travailleur social qui a complètement évolué. Chose qu'on avait certainement essayé de me transmettre dans la théorie, mais qui dans la pratique, bah, une fois qu'elle est lancée et puis voilà, comme je te dis, moi j'avais un truc où, bah, voilà, tu as un dossier de surendettement, faut y aller quoi. Tu pas en mode, «Pourquoi tu as pas payé ta facture mon gars?» Enfin, c'est un mode, bon, bah, voilà, tu as tant de dettes, comment on fait pour la régler quoi? J'étais vraiment en mode, pratico-pratique pendant assez longtemps. Donc ouais, la posture, c'est vraiment ça qui a évolué le plus possible. Ma curiosité, elle a continué, mais j'avais pas du tout de porosité finalement entre ce que je développais moi en termes d'intérêt sur la sexo et la psycho à côté, et puis ce qui se passait dans mon travail quotidien. Il y avait vraiment, tu vois, 2 espaces, 2 mondes et il y a vraiment eu le moment où il y a eu comme une espèce de collision quand j'ai senti que le travail salarié revenait avec des injonctions, avec des statistiques, enfin, tu vois, le fonctionnement institutionnel qui me faisait chier. Tous les signes du stress qui revenaient, j'étais en mode: «Là, on va arrêter de faire le grand écart, faut que ça s'arrête» et puis, le projet individuel commençait à émerger, et à prendre forme. Je me suis dit: «Mais en fait, je vais demander une rupture conventionnelle», puis l'aventure, s'est arrêtée là, l'aventure du salariat et je suis partie de mon côté. J'ai tout misé là, pour le coup, sur la formation, à la fois pro et à la fois perso et puis, j'ai ouvert ma consultation, dans la foulée, quoi. Hmm. Je voulais dire un truc, je voulais réagir à quelque chose, puis c'est parti. Ah oui, l'histoire institutionnelle. Pour ma part, à l'hôpital, en fait, j'ai eu cette grande chance aussi que je gérais mon emploi du temps comme je voulais, je me gérais comme je voulais. Et aussi, le pédopsychiatre me faisait confiance, ma chef me faisait confiance. C'est l'EFT que j'utilisais à ce moment-là pour traiter les traumas, ce qui n'est pas spécialement reconnu dans le milieu médical et tout. Le Mmh. psy me faisait totalement confiance. Bon, il avait lu mon mémoire aussi qui est comment accompagner une personne qui a des addictions à des comportements sexuels. Et comme c'est comment accompagner, il y avait Ouais. toute la théorie aussi que je disais comment accompagner. Mais en tout cas, dès qu'il y avait des traumas, il orientait. Si la psy n'avait pas mis son nez dedans entre-temps, il orientait sur moi plutôt que sur la psychologue parce qu'elle était psychanalyste Aïe. et que lui, il n'était pas, c'était un jeune et il n'était pas Mmh. psychanalytique. Donc, j'ai eu cette chance et ça, vraiment, ça m'a aidé aussi, moi, à prendre confiance que je suis légitime aussi. Oui, ça t'a validé. C'est ça. Et par contre, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où je supportais plus certains fonctionnements institutionnels qui étaient plus de l'ordre vraiment j'étais comme dans un cocon dans notre service. Là, ça allait. Bon, en réunion, j'étais pas à l'aise avec la psy, mais sinon, ma problématique, c'est plus avec le gros hôpital, les gestions. Nous, on était à la campagne, genre le service des cassos. Mmh. Donc, on y envoie ceux qu'on veut plus, mais comme ils sont, comment on appelle ça, fonctionnaires là, de l'hôpital, ben, on peut pas les virer. Donc, on les envoie là-bas. Enfin, je te jure des trucs, et là, j'en pouvais plus à un moment donné, et c'est là, c'est l'obligation vaccinale qui a fait que, qui a été un peu bah, du coup, mon prétexte pour partir. OK. J'ai pas eu de rupture conventionnelle du coup, hein. Bah, je sais pas si dans le milieu hospitalier, c'est aussi quelque chose qui est très accessible. Ouais, ça doit pas être très accessible non plus. Hmm.
Mais bon, bref, en tout cas, ça a eu du bon. J'ai eu une super équipe et mais voilà, fallait que ça prenne fin aussi à un moment donné. C'est ça. Tu vois, si on veut continuer notre échange, aujourd'hui dans la pratique en libéral, moi je me rends compte que cette expérience-là, ça m'a enlevé, hem, plein de stress. Tu vois, dans ma formation en sexo, j'ai rencontré d'autres personnes qui suivaient le même cursus. On avait des semaines de regroupement et il y en avait qui étaient dans des métiers, hem, où il y avait du relationnel, mais il y avait pas de la relation d'aide. Et je sais que ce truc-là, moi, pour le coup, comme j'étais déjà là-dedans, la situation de l'entretien d'aide, poser des questions sur, enfin voilà, le passif, enfin faire, ce qu'on appelle, l'anamnèse, nous, ça me posait aucun problème parce que, c'était déjà, dans ma pratique, du quotidien et ça faisait partie de mon expérience, ça faisait partie de mon ADN. C'était aussi, ce qui faisait que je voulais me lancer en tant que thérapeute, c'est que je voulais continuer dans la relation d'aide, dans cette dynamique de rencontrer des gens, d'accompagner dans une difficulté pour pouvoir améliorer, hem, leur quotidien, leur vie et puis, du coup, dans l'aspect thérapeutique, vraiment être dans une dimension de bien-être ou de mieux-être, dans sa vie et de se libérer de choses qui sont limitantes et impactantes sur le domaine de la sexualité, quoi. Donc ça, c'est enfin, ça a été une non question pour moi. Le fait de passer, côté tête-à-tête, c'était pas du tout un cap. C'est un truc qui s'est passé, complètement naturellement et même aujourd'hui, enfin, je rentre dans l'entretien, et je vois bien les gens, c'est consulter une sexo, pour la première fois, tu vois, c'est une situation que j'avais là encore tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre. Personne qui vient me voir pour la première fois, tu es devant la porte, elle est là: «Bien là, oui, oui, c'est bien là, allez-y, c'est fou» et enfin, t mon job à moi, à ce moment-là, et j'ai 30 secondes pour le faire, c'est, mettre la personne à l'aise, quoi. Se faire qu'elle se sente le mieux possible pour que, une fois qu'on a passé le cap de se transmettre les informations, civiles, quoi, nom, prénom, coordonnées, hem, activité pro, statut, familial, qu'on arrive à la question: «Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui?» Je enfin, On ouais, a voilà, non, rien mais dit. vraiment, ces ces 5 minutes-là, ça, c'est mon job de faire en sorte qu'il soit le plus à l'aise possible. Bah Elle te oui. fait rire ma question d'accroche? Mais non, parce qu'on a la même. Bah, mais tu as pas 25 façons d'aborder les choses. Sinon tu sors les petits biscuits et les tasses de thé, puis on passe un bon moment, mais personne n'est pas là pour ça. Bah, du coup, ça m'interroge si les autres professionnels, ils sont exactement la même ou si, Ah, j'ai une variation du thème, hein, mais grosso modo, c'est ça, quoi. moi, j'en ai très peu de variations, j'avoue, c'est quasiment tout le temps la même, hein. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'on a nos automatismes, il y a celle-ci, la deuxième c'est, OK, et à quoi vous pensez que c'est dû? Et la troisième c'est, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour explorer cette thématique-là, quoi? Enfin, histoire de baliser au mieux, et puis après tu prends ton arborescence, enfin je prends mon arborescence et je tire et pour voir où est-ce qu'elle en est le mieux possible. Mais grosso modo, mes 3 questions d'entrée, c'est toujours les mêmes. Mmh. Moi, si elle pense, à quoi c'est dû, là, c'est moins clair. Je pense que je le pose pas comme ça, ça vient peut-être plus tard, c'est pas celle-là, je l'ai pas forcément. Mais par contre, que si elle a déjà mis en place des choses et essayé de mettre en place des choses ou quoi que ce soit, ça je questionne en général. Ouais, il y a une fois où je l'ai oubliée cette question-là et je me suis sentie con parce que 20 20 minutes plus tard, donc tu vois, on était déjà bien avancés et j'ai le truc: «Oui, mais alors du coup, l'urologue m'a dit que» et merde! En moi-même, j'ai le: «Et merde!» «Ah oui, vas-y, raconte, ça m'intéresse, si tu as déjà consulté sur la question». Bon, bah, tu vois? Parfois on n'est pas complètement infaillible, il y a des trucs qui passent. Mais pour le coup, c'est un truc qui va me faire me souvenir de me poser la question à chaque fois. Oui, bah, après on est des humains aussi, hein. On n'est pas des machines. Vraiment.
Et donc, aujourd'hui, dans ta pratique en sexo ou d'accompagnement thérapeutique, en quoi ton boulot de CESF t'est utile? Tu disais par rapport à l'anamnèse, Ouais. c'est fluide et que c'est quelque chose que tu as vraiment pratiqué en tant que CESF. Il y a d'autres choses sur lesquelles tu fais des liens? Hem, ouais et ça, je pense que c'est des années d'habitude. À un moment donné, je suis plus thérapeute dans le mais parce que c'est plus du tout ça qui se passe. Enfin, dans l'entretien, la personne, elle est dans une autre difficulté, elle est dans une autre dans une autre, tiens, tu vois, il y avait une situation, hem, j'accompagnais une jeune femme pour une question de vaginisme et puis à un moment donné, elle vient à l'entretien, elle me dit, je sais plus, je dois lui dire, «Comment ça va depuis la dernière fois?» et cetera et puis elle me dit: «On a trouvé une maison, on achète une maison». Je dis: «Ah super et tout, une grande première fois, machin, machin». Elle me dit: «Ouais, ouais, mais du coup, il y a par contre, il y a quelque chose qui me stresse». Je dis: «Ah». Moi, ce qui m'a fait tilter, tirer la ficelle, c'est qu'il y a une source de stress dans cet achat-là. Au-delà du fait que on n'achète pas une maison tous les mois et je tire la ficelle et en fait, elle m'explique que, il y a un squatteur dans la maison qu'ils veulent, acheter et que du coup, bah, pour elle, elle veut pas se lancer dans un achat sans être garantie qu'elle accède à son bien, et cetera, et cetera et je voyais bien que ça l'envahissait. C'est une personne qui a un profil assez anxieux, et cetera et du coup, en fait, il y a une partie de l'entretien, on est sortis de l'aspect, thérapeutique parce qu'il y avait rien d'accessible là-dessus, mais j'ai ramené du coup de la connaissance de ce que j'avais moi des procédures d'expulsion et cetera à ce moment-là. J'ai dit: «OK, qu'est-ce qu'on vous a donné comme information? Vous travaillez avec un notaire, compagnie?» et cetera et j'ai pu lui donner des ressources, des endroits où elle pouvait être en ressources, des qui allaient être soutenants, des endroits où elle allait avoir, des espaces, bah, qui sont de l'information neutre, que ce soit pour les proprios, pour, les locataires, pour ceux qui accèdent à la propriété et cetera. De l'information juridique, du soutien au niveau de la préfecture et parce qu'à ce moment-là, elle était, enfin voilà, son stress était, envahissant sur cette question-là, qu'elle avait pas ou peu d'autres ressources, qu'elle arrivait pas à trouver des endroits et du coup, il y a le passé qui est arrivé et il y a en mode automatique un peu et l'entretien a quand même produit son effet dans le sens où elle est ressortie, elle s'est sentie mieux, mais on a passé peut-être la moitié du temps, finalement, à parler de complètement autre chose parce que, voilà, mais c'était ce qui était important pour elle à ce moment-là et il y a d'autres fois où, pas de Tu façon si, permets ouais. En fait, ce entre guillemets «totalement autre chose», pour moi, c'est tout aussi important parce que, on ne peut pas résoudre un problème de la sexualité si on ne prend pas la personne dans sa globalité et donc ben, oui, si à un moment donné, elle a un stress, aussi important que autour de l'achat d'une maison, ben, il y a pas l'espace de toute façon pour, la sexualité, pour se détendre dans la sexualité. Parce que Oui, ceux qui savent pas, le vaginisme, il y a pas de pénétration possible, suite à une contraction, des muscles du périnée, pour faire très simple. C'était bien ça qu'elle avait. oui, Donc du coup, comment on peut se détendre dans la sexualité pour, si on a un problème aussi enfin voilà, un stress aussi important pour un sujet aussi important, quoi? c'est ça et en fait, je me rends compte que la casquette travailleur social, ça va revenir dans des co mais parce qu'aussi j'avais un côté travailleur social très pratico-pratique. Hem, Quand il y a comme ça des espaces du quotidien, heu, où je me vois même, je dis: «Oh là Cécile, on n'est plus en thérapeute, on est un peu en mode coaching» parce que, parce que c'est ce qui se présente à ce moment-là, en fait et heu bon, voilà, je suis dans cette, polyvalence-là et ça me va finalement. C'est auss Enfin moi je suis, nature, hein. Je vais pas mentir en disant, «Ça c'est pas mon job, faut aller consulter une assistante sociale». Je dis: «Bah non, enfin là je peux vous apporter des éléments, hem, vous gagnez du temps et puis on y va» mais, hem, J'ai voilà, jamais de pensé façon ponctuelle. pour moi, ça a jamais été une question. Si, je sors de mon rôle de thérapeute ou je ne sais quoi, ça a jamais je me suis jamais questionnée. Pour moi, ça fait partie de mon rôle, en fait.
Mais c'est vrai que c'est la première fois que je prends un peu du recul et que effectivement pour certaines personnes ça pourrait être bizarre. Je sais pas si c'est bizarre. En tout cas, moi, ça me ressemble, donc je pense pas que ça les surprenne plus que ça, tu vois. Euh, Maintenant, je vois bien que la teneur de l'entretien, elle est différente. Euh, mais, euh, mais tout comme finalement, en tant que praticien thérapeute, parfois, tu as des postures de coach, parfois, tu as des postures un peu plus de psy, parfois, tu vas avoir des postures euh, assez maternantes, parfois, tu vas avoir des postures d'exploration un peu enquêteur, parfois, tu as des postures euh, d'innocent, de expliquez-moi comment c'est, je comprends pas. Enfin voilà, on est dans ce jongle-là constamment finalement. Et du coup, quand je vois une casquette qui reste sur le porte-chef qui reste un peu plus longtemps, je dis ah oui, là tiens, on a renoué avec d'autres savoirs, enfin une autre expérience. Mais, euh, mais c'est pareil, je me dis pas. En tout cas, je suis la personne je suis, la personne me rencontre à ce moment-là et c'est avec moi qu'elle dépose ça. Donc, du coup, c'est ça qu'on traite et qu'on déplie. On va pas dire non, c'est pas le bon cabinet, madame. On verrait ça avec une autre personne, quoi. Ouais, bah, de mon côté, nombre de fois où j'ai donné effectivement des conseils au niveau éducation des enfants. Euh, Ah, pour ceux qui écoutent le podcast, Cécile a réagi par le visage et les mains. Qu'est-ce que ça voulait dire pour ceux qui n'ont pas l'image? Bah, tellement. Je, Moi, je suis maman de deux enfants qui ont 10 et 12 ans. Ah, j'ai 40 ans, je suis mariée, enfin, je suis en couple depuis quasiment 20 ans avec la personne de mon mari. Et nous avons deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 10 ans, présentement, actuellement, en 2024. Euh, le... il se trouve que moi, mon parcours de maternité, il a été compliqué. J'ai vraiment appris à aimer mes enfants. C'est-à-dire que je les ai voulus. Une fois qu'ils étaient là, je n'en voulais plus. Voilà, on peut dire que j'ai fait un postpartum pas cool. Euh, et du coup, j'ai vraiment appris à aimer mes enfants. Mais du coup, j'ai appris à éduquer. Et quand je vois des couples qui ont des enfants en bas âge et que je revois, ça fait des miroirs parfois, les difficultés dans lesquelles j'ai été ou traversé, effectivement, il y a des éclairages que tu donnes parce que tu sais que dans ces moments-là, enfin, voilà, ils ne dorment pas leur content de nuit, ils n'arrivent pas à créer ou à Ah bon? envisager, ou ils dorment pas leur content d'heures de sommeil dans la Ah, nuit, tu oui, vois. oui. Oui. Ils sont pas fatigués, ils n'arrivent plus à réfléchir ou à penser les choses autrement, ils sont dans des formes d'automatisme, ils n'arrivent pas à voir l'issue. Et du coup, voilà, tu as des éclairages bah ouais, sur l'éducation, sur le sommeil, sur plein de choses et sur leur posture aussi en tant que parent, en tant que conjoint, en plein de choses. Effectivement, ça sort du domaine de la sexo. C'est là que la sexo, c'est vraiment une porte d'entrée, mais tu abordes tellement d'autres espaces de la vie. Mm, mm. Ouais, en tant que... Donc moi, je suis pas maman. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Et par contre, en tant qu'éduc, j'ai bossé dans des structures où je vivais H24 avec les enfants. À ce moment-là, j'étais la figure d'adagement et je gérais tout des repas aux courses, aux activités, à signer les carnets de ce que j'ai le droit de signer, tout ça, quoi. Et donc, effectivement, il y a des restes quand même. Et puis en fait, en général, quand le sujet des enfants est abordé, c'est que c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que ça arrive qu'on en parle de comment, ou que je donne des conseils au niveau de la communication, de comment réagir, des choses comme ça. C'est aussi arrivé, comme tu as dit, d'informer sur des structures qui existent. Par exemple, des personnes où ils avaient un enfant autiste qui n'était pas pris en charge dans une structure. Et pourtant, ils avaient vu moult psychiatres et moult je ne sais quoi. Et à aucun moment, on leur a dit, il y a des hôpitaux qui accompagnent les enfants.
et Oh que, la vache! et que du coup, on peut leur apprendre aussi des choses comme les habilités sociales, enfin, Oh les pauvres! ouais. Et donc, du coup, ça m'est arrivé d'orienter comme ça, ou quelqu'un qui me dit, ouais, je suis embêtée, j'héberge une amie, parce qu'en fait, elle a vécu de la violence conjugale, et donc, ben là, d'informer qu'il existe dans le secteur telle association. Et puis, il y a sûrement eu d'autres choses. Bah oui, dernièrement, j'ai déjà un peu bossé aussi au niveau alimentation, perte de poids. Et dernièrement, j'ai juste donné, on a pris 10 minutes sur le rendez-vous, juste quelques infos basiques, on va dire. Et moi, je le vois pas comme, je sais pas, je m'attends pas à des résultats. Et la semaine de 15 jours après, elle allait mieux par rapport à d'autres choses qu'on avait travaillées, des traumas qu'on avait travaillés. Et puis elle me dit, et c'était aussi important pour elle, elle me dit, et puis j'ai perdu 1,5 kg en 15 jours en suivant tes conseils. Et moi, c'est pas du tout ce à quoi je m'attends parce que ben, je cherche pas à accompagner au niveau perte de poids. Mais voilà, en fait, finalement, c'est des fois des choses qu'on a pu avoir d'autres casquettes. Ça nous sert, Bah quoi. ouais. Et j'ai déjà eu des parents, non, enfin, des personnes qui ont râlé en fin de rendez-vous, mais ouais, mais là, on a fait un rendez-vous, on n'a pas parlé de la sexualité pendant tout le rendez-vous. Je dis, ah ouais, D'accord. mais en fait, là, il y a pas de désir. Et en même temps, il y a une charge mentale énorme. Il y a les problématiques avec les enfants, les problématiques avec le boulot. Comment voulez-vous, quand c'est aussi compliqué avec tout ce qui entoure, comment voulez-vous avoir de l'espace pour du désir? Et à chaque fois, ils comprennent, quoi. Mais des fois ça va faire agir. Maintenant, j'explique un petit peu plus. Quand je vois que le rendez-vous dure plus sur un côté qui ne s'apparente pas en soi à de la sexo, j'explique à ce moment-là en quoi, pour moi, c'est quand même important d'être sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Parce que je sais pas à quelle heure on a commencé, mais je crois que ça fait un petit moment Beh, en fait, moi aussi, je regardais, je sais plus, donc je rebondis pas, parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Sinon, on pourrait papoter, en fait, mais hem, mais ouais, du coup, si tu as un truc de clôture ou Eh bien, pour résumer, de ce que je comprends de notre échange du jour, je pense qu'on pourrait dire que finalement, quand on se forme à la sexo, quand on est déjà dans un boulot de l'accompagnement, et ben ça, se former ou du coup nos expériences personnelles, ça peut être intéressant dans notre boulot en tant que travailleur social ou travailleur dans l'accompagnement, dans le soin aussi. Et puis vice-versa, en fait, que nos boulots, et je pense qu'en fait, quel qu'il soit, nos boulots peuvent être intéressants quand on se réoriente en sexo, dans la mmh, thérapie, que nos boulots peuvent avoir des plus, en fait, dans notre pratique d'accompagnant. Et quel beh, qu'il en fait, soit, en quand fait, c'est de l'expérience. c'est là que tu vois qu'en fait, quand tu es accompagnant, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que travailleur social, tu es aussi beaucoup accompagnant avec la personne que tu es et avec ce qui te nourrit et du coup que, hem, ce qui te constitue va influer, enfin, ça va diffuser dans ton discours. Donc que tu sois dans une structure où tu es travailleur social, finalement, tu vas être impacté par tes approches, ce qui te cultive, ce qui t'intéresse et ce qui te développe autrement et puis, finalement aussi quand tu es en tant que praticien, en libéral, tu vas continuer de faire appel à ces savoirs-là parce que ça fait partie de toi et que quand on pratique en tant que thérapeute, bah, on fait avec la personne qu'on est, quoi. Ça fait partie de notre bagage, bah, c'est du bonus, quoi. Yes. Est-ce que on pourrait préciser, tiens, pour terminer aussi, que on peut retrouver Cécile sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton compte Instagram? Oh,
Pour ceux qui verront la vidéo, il y a un chien qui fait son apparence. Oui, ça commence à être l'heure de ces croquettes. Mon compte Instagram, c'est cécile.sexo.laval. Vous me retrouvez beaucoup en story, je suis moins régulière dans mes posts, mais vous retrouvez du contenu et en tout cas une moyen de me contacter facilement, ouais. Et puis ton site internet, j'ai oublié. Sexologue-laval.fr. Ok. De toute façon, les liens seront dans la bio. Merci Moi, beaucoup. vous me retrouvez sur Instagram à epso, EIPSHO.enora. Et pareil, les liens sont dans la bio, dans la présentation du podcast. Trop l'habitude de faire des lives Instagram. Merci Cécile, merci pour cet échange, j'adore. Et puis de toute façon, a priori, il y en aura d'autres, il y aura d'autres épisodes où on sera ensemble. Ouais, N'hésitez pas, si ça vous a intéressé, à partager le podcast en nous citant sur vos réseaux sociaux. Bonne fin de journée. merci, bonne fin de journée.